Moi, c'est Angèle et je vais te présenter le dernier chapitre de ce MOOC sur la comptabilité carbone. Maintenant que tu es un collab sur la comptabilité carbone ou sur la manière dont on peut construire un plan d'action pour réduire ses émissions de gaz à effet de serre, je vais te donner quelques conseils pour monter une équipe de choc et gérer ton projet comme un professionnel expérimenté. Beaucoup de choses découlent du bon sens, mais ne font pas de mal à se rappeler de temps en temps. Ensuite, nous conclurons ce MOOC sur les limites du bilan carbone et sur la nécessité de voir un peu plus loin qu'une analyse monocritère. Allez, c'est parti! Avant toute chose, la réussite d'un projet repose sur quelques fondamentaux comme la motivation et des outils méthodologiques. Si tu as réussi à rester après 4 vidéos sur la comptabilité carbone, on peut dire que tu corresponds à ces 2 critères. Bravo! Pour réussir le bilan carbone de ton campus, il te faudra aussi une bonne équipe et une organisation de projet. Et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Ok, alors comment est-ce que je peux construire une bonne équipe? Des musiciens qui jouent ensemble forment un groupe. Des sportifs, une équipe. Il faut une structure, un nom, et savoir clairement qui en fait partie ou non. Le sentiment d'appartenance est un bon facteur de motivation, donc de réussite. Le premier conseil est d'héberger le projet carbone dans une structure bien identifiée. Si tu es dans une entreprise, pas de problème. Tu as ton projet et ton équipe. En tant qu'étudiant, l'idéal est de pouvoir héberger le projet dans une structure identifiable comme une association ou une junior entreprise. Deuxième conseil, t'appuyer sur différentes compétences, filières et ou anciens élèves va permettre d'enrichir et faciliter la réalisation du projet. Les anciens élèves ont un vécu et un accès à des données et outils qui facilitent la réalisation du projet. T'appuyer sur différentes filières va te permettre de construire une équipe plus complète. Troisième conseil, intégrer son projet dans l'enseignement. Un emploi du temps d'étudiant, ça se remplit souvent très vite. Un bon moyen de contourner ce problème, c'est de transformer ces cours en un terrain de jeu où on n'a plus l'impression d'être à l'école. Tu peux proposer à un professeur d'intégrer le bilan carbone dans le cursus qui parle de développement durable, par exemple. Et si on ne parle pas de développement durable dans ton école, c'est qu'il y a une première piste d'action à activer. Quatrième conseil, capitaliser et transmettre efficacement. En fait, dès le début de ton projet, pense à capitaliser sur tes acquis et à transmettre le savoir. Il n'y a rien de pire qu'une équipe qui perd un élément irremplaçable. Pour cela, pense à construire des documents de passation ou à construire des partenariats avec des enseignants par exemple, qui pourront assurer un relais de temps en temps. Tu as constitué ton équipe et maintenant, un exercice intéressant est de prendre quelques minutes pour vous connaître plus précisément. Pour cela, tu peux utiliser le concept de la zone de confort. Ta zone de confort représente toutes les tâches que tu es capable d'accomplir sans effort et sans appréhension. C'est ce pourquoi tu es bon. C'est confortable, mais ce n'est pas dans ce genre de tâches que tu apprends de nouvelles choses et que tu progresses. Pour progresser, il faut être dans sa zone de sécurité. Tu n'es pas à l'aise pour faire telle ou telle action, mais tu es largement capable d'agir et tu te sens légitime. À ce moment-là, tu apprends beaucoup. Au-delà de cette zone se trouve la zone de danger. Pour l'instant, tu n'es pas capable d'accomplir les actions qui se trouvent dans la zone de danger. C'est là qu'une bonne équipe peut t'aider. Nous avons tous des compétences différentes, nous avons donc des zones de confort et de danger différentes. Un bon projet, c'est lorsque les compétences de chacun sont bien utilisées et que tout le monde progresse au maximum dans sa zone de sécurité. Pour certaines tâches critiques, il est bon de naviguer dans sa zone de confort, mais il ne faut pas en abuser, sinon on s'ennuie et on ne progresse plus. En utilisant ce concept, tu remarqueras que petit à petit, ta zone de sécurité s'élargit et ta zone de danger se réduit. Et oui, c'est en faisant des erreurs qu'on apprend. Un projet qui marche, c'est aussi un projet où l'équipe est organisée et où chacun connaît ses responsabilités. Ça signifie qu'un projet a besoin d'un responsable.
Un bon responsable de projet joue le rôle de l'animateur et du coordinateur. Ah, être chef, c'est cool, on décide de tout. Absolument pas. Les tâches doivent être distribuées collectivement. Le responsable de projet n'est pas un autocrate qui prend les décisions pour tout le monde. Ce n'est pas non plus un cyborg qui doit assumer tout seul toutes les tâches et toutes les responsabilités. Au contraire, un bon responsable de projet est une personne chargée de s'assurer que tout le monde connaît ses objectifs et avance comme il le veut. Maintenant, on va parler un peu de gestion de projet. Ouh là là, cool! On se prend pas la tête, non? Je ne doute pas de toi, mais construire un projet, c'est souvent très flou au départ. Vois-tu, la plupart du temps, on a une idée de ce qu'on veut faire, mais uniquement de l'objectif que l'on veut atteindre. Permets-moi donc de te donner quelques conseils. Une organisation de projet efficiente va permettre de tracer un chemin entre la position de départ et l'objectif. Elle va permettre d'identifier les éventuels obstacles qui se trouvent devant toi et elle va te permettre de concevoir un chemin pour les franchir. Tu peux tout d'abord commencer par diviser ton objectif en étapes clés. Ensuite, tu peux organiser les étapes par ordre chronologique et identifier les différentes sous-tâches qui te permettront d'atteindre ces objectifs. Enfin, il suffit de se répartir toutes les tâches entre les membres de l'équipe en fonction des compétences et des préférences de chacun et le tour est joué. Tu vois, l'objectif flou se transforme en un plan d'attaque timé où chacun sait ce qu'il doit faire. D'ailleurs, tout ceci est valable pour n'importe quel projet. Pour t'aider, nous avons identifié sur cette slide les différentes étapes d'un bilan carbone d'un campus. Un autre point à ne pas négliger quand on travaille en groupe est le déroulé et l'organisation des réunions. Le temps et la disponibilité de chacun est une ressource rare. Il vaut mieux l'économiser. Pour cela, voici quelques conseils pour maximiser l'utilité d'une réunion. Avant la réunion, il faut prévoir un ordre du jour et le diffuser aux participants. Un oubli est vite arrivé. Il vaut mieux avertir les gens à l'avance sans oublier de leur rappeler la veille qu'une réunion est prévue. Pendant la réunion, il faut un maître de séance chargé de suivre l'ordre du jour et de distribuer la parole. Il a la lourde tâche de s'assurer que tout le monde peut s'exprimer et que le temps n'est pas en train de s'écouler outre mesure. Il faut aussi quelqu'un ou plusieurs personnes chargées de prendre des notes. Une réunion sans compte rendu ne sert à rien. Enfin, le meilleur des conseils que je peux te donner, c'est de profiter du temps de réunion pour travailler. Il n'y a rien de pire que les réunions qui s'éternisent parce que personne n'est concentré. Il sera temps d'aller au bar après la réunion. Après la réunion, il ne faut pas oublier de diffuser le compte-rendu. Le responsable de projet s'assure ensuite que chacun connaît ses objectifs et avance sur sa mission. Pourquoi on doit faire des réunions ? Eh bien, au fur et à mesure de la collecte des données, par exemple, il va bien falloir que tous les membres de l'équipe communiquent et fassent un point sur leur avancement. Un dernier point qu'il est important de mentionner est qu'un projet carbone doit être associé à des objectifs clairs et connus par tous. Quand on sait où on va, c'est mieux. Ces objectifs peuvent aussi être un outil de communication important. C'est pratique de pouvoir montrer que son projet est structuré et qu'on est capable d'évaluer s'il avance ou pas. Ces objectifs sont à définir au tout début du projet. Au fur et à mesure, de nouveaux objectifs peuvent apparaître. Il n'est pas interdit de revenir sur un objectif et de le modifier si le contexte a évolué. Bien au contraire. Et cela montre que le projet avance. Se fixer des objectifs, c'est utile lorsqu'on met en place un bilan carbone. C'est aussi indispensable quand on met en œuvre son plan d'action de réduction des émissions de gaz à effet de serre. En effet, à chacun de tes objectifs de ton plan d'action, tu peux associer un impact potentiel de réduction des émissions. Par exemple, si un de tes objectifs consiste à avoir 50% de repas végétariens, tu peux facilement évaluer combien de CO2 seront économisés. Puisqu'un repas végétarien est presque 7 fois moins émetteur de CO2 qu'un repas moyen. Tu peux envisager une division par 7 du bilan carbone des repas.
Cette information peut te permettre de prioriser tes différentes actions. Il te faudra prioriser celles qui sont associées au plus important potentiel de réduction. Tu peux ensuite suivre la mise en place de ces actions sur le terrain et évaluer l'impact réel de ton action. Si la mise en place est aussi rapide que ton objectif, tant mieux. Tu pourras communiquer positivement sur la démarche et mettre en avant le CO2 économisé. Ok, donc si je comprends bien, quand ça marche, c'est cool. Mais si on se foire? Lorsque les objectifs ne sont pas atteints, il faut le faire savoir. Ce n'est pas la fin du monde. Il s'agit surtout de se demander comment on peut corriger le tir. Peut-être que cette action manque simplement de moyens ou que la solution proposée n'est pas suffisamment adaptée au contexte. Se fixer des objectifs et s'évaluer permet de savoir si on progresse et d'identifier des leviers d'amélioration. Allez, tout ça on dirait du bon sens, mais seras-tu capable de répondre à ces quelques questions? Un bon responsable de projet prend les décisions tout seul, avance tout seul, s'assure que tout le monde peut avancer, coordonne la démarche. Évaluer son plan d'action permet de se préparer à justifier ses échecs, d'identifier des pistes de progrès, de connaître l'impact de ses actions, de faire joli. Prenons quelques minutes pour résumer. Une bonne équipe est constituée de compétences multiples et connaît ses forces et ses faiblesses. Un bon projet, c'est lorsque les compétences de chacun sont bien utilisées et que tout le monde progresse au maximum dans sa zone de sécurité. Pour certaines tâches critiques, il est bon de naviguer dans sa zone de confort, mais il ne faut pas en abuser. Sinon, on s'ennuie et on ne progresse plus. Un bon responsable de projet coordonne et anime la démarche. Il ne fait rien tout seul et il ne décide rien tout seul. C'est ni un cyborg, ni un autocrate. Le temps de chacun est une ressource limitée. Un projet se planifie avec des sous-objectifs et des responsabilités partagées au sein de l'équipe. Une réunion se prépare. Le plus important, c'est d'apprendre et de prendre du plaisir. Un projet doit être associé à des objectifs connus et décidés par tous. Ces objectifs peuvent être utilisés pour valoriser votre démarche auprès des décideurs. Au sein de l'équipe, chacun doit savoir où on va et pourquoi on y va. Le coordinateur doit s'assurer que tout le monde connaît ses objectifs et a les moyens d'accomplir sa mission. Chaque action peut être associée à un objectif et à un potentiel de réduction d'émissions de gaz à effet de serre. Un objectif atteint permet de valoriser sa démarche et de communiquer sur le CO2 économisé. Un objectif qui n'est pas atteint ne doit pas être caché. Au contraire, il faut essayer de comprendre qu'est-ce qui n'a pas marché et comment on peut s'améliorer. Nous arrivons bientôt à la fin de cette saison 2 du MOOC Énergie-Climat. Nous espérons t'avoir donné envie d'agir et t'avoir donné suffisamment d'outils pour te lancer dans la construction d'un monde bas carbone. D'ailleurs, on a beaucoup parlé du bilan carbone dans ce MOOC, mais il n'y a pas que cet outil qui se concentre sur le carbone. N'est-ce pas, Quentin? Tout à fait. Il existe de nombreuses méthodes qui permettent d'agir à plus ou moins long terme. Elles sont positionnées ici, en fonction de leur objectif. La flèche bleue et leur cible, les parties prenantes intéressées par leurs résultats. Les normes de la comptabilité carbone permettent d'évaluer les émissions et donc les premiers impacts sur le changement climatique. Cependant, il est nécessaire d'aller plus loin pour réellement déclencher la transition bas carbone. Il faut que les organisations mettent en place des plans d'action et les appliquent sur la durée. Le SMGES donne les ingrédients pour réussir cela à l'échelle d'une organisation. Mais d'autres méthodes, comme ACT, permettent aux investisseurs de vérifier que les organisations qu'ils financent fassent bien les efforts qu'elles déclarent. Cette nouvelle méthode repose sur des scénarios sectoriels
permettant à la fois aux investisseurs d'évaluer le positionnement des entreprises vis-à-vis d'un objectif 2 degrés, mais aussi aux organisations elles-mêmes d'identifier leur marge d'amélioration en termes de stratégie de transition. Au final, il est important de savoir pourquoi on mène ce genre de démarche. Évidemment, se contenter de répondre à la réglementation ou aux ONG ne suffit pas. Seules les organisations ayant une véritable stratégie carbone profiteront pleinement de la transition bas carbone des prochaines années. N'hésite pas à revenir vers l'ABC ou Avenir Climatique pour en savoir toujours plus sur la transition bas carbone et proposer tes idées. Ce qu'il est important de dire aussi, c'est que lutter contre le réchauffement global aurait des effets positifs sur notre qualité de vie tout entière. Ce n'est pas seulement éviter les degrés en plus, mais également un véritable projet de société qui reste à construire. Bien sûr, décarboner un monde, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Tout prend du temps. Mais en changeant notre point de départ, un tas de nouvelles perspectives s'offrent à nous. Plus d'exigences dans notre alimentation et une autre façon de se déplacer. Ce sont des impacts positifs sur notre santé. La transition énergétique, c'est également moins de déchets à la source et la mise en place de bons réflexes en chauffage et en isolation de son habitat. C'est plus de confort au quotidien, ainsi que des économies certaines sur sa facture. Réduire notre dépendance aux énergies fossiles, c'est aussi un moyen de gagner en indépendance vis-à-vis des pays producteurs et de construire un monde moins conflictuel. Enfin, la transition qui s'opère dans les secteurs qui bougent, c'est la création d'un tas d'emplois non délocalisables et à forte valeur ajoutée. Tu vois, finalement, moins de CO2, ça ne rime pas avec un retour au Moyen-Âge, à dormir par terre, éclairé à la bougie. Mais au contraire, un meilleur confort de vie, moins de conflits, plus d'égalité, une meilleure santé, plus de solidarité. En revanche, à force de parler uniquement de CO2 ou de carbone, le risque, c'est de ne voir plus que ça et d'arrêter de penser au reste. Comme on dit, si ton seul outil, c'est un marteau, tu auras tendance à voir tous les problèmes comme des clous. Je suis une bonne bricoleuse, mais la dernière fois que j'ai essayé de clouer une vis, ça s'est mal terminé. Le bilan carbone, c'est un très bon marteau si tu veux clouer du carbone. Pour les vis, il va te falloir d'autres outils. Prenons un exemple. Imaginons une forêt. À l'état naturel, une forêt, c'est une diversité d'espèces. Chaque espèce remplit un rôle différent. Ainsi, on peut définir un certain nombre de services rendus par une forêt. Une forêt, ça stocke du carbone, mais pas que. Ça limite l'érosion des sols, ça intervient dans la gestion de l'eau, ou ça nous permet de produire plein de matériaux en bois. Si on s'intéresse uniquement au carbone, on risque de se dire qu'il ne faut planter que les espèces qui stockent rapidement le CO2. Dans ce cas-là, on va avoir une perte de biodiversité et in fine, une perte par rapport aux services rendus par la forêt. Cet exemple montre que le monocritère carbone a ses limites. Pour prendre en compte d'autres facteurs, il faut voir un peu plus loin. Prenons un autre exemple autour de l'alimentation. En ce moment, s'il y a quelque chose qui a le vent en poupe, c'est l'agriculture biologique. Sans entrer dans le débat, regardons ce qu'on peut en dire d'un point de vue carbone avec une comparaison entre un poulet bio et un poulet non bio. Bien évidemment, ce qui suit n'est valable que pour cet exemple et n'a pas lieu d'être généralisé, mais voyons ce qu'il en est. Selon son cahier des charges, un poulet bio doit vivre minimum 81 jours avant d'être abattu. Il est nourri à base de céréales issues de l'agriculture biologique et seulement 10 poulets peuvent vivre dans 1 mètre carré de poulailler. Il faut aussi que les poulets puissent profiter d'une sortie extérieure et dans ce cas, il faut 4 mètres carrés d'espace extérieur pour chaque poulet. Le poulet conventionnel doit vivre au minimum 51 jours. Il est nourri de céréales conventionnelles et jusqu'à 23 poulets peuvent se tenir dans 1 mètre carré de poulailler. Et alors, sur le carbone, qui est-ce qui gagne ? Comparons un peu les bilans carbone de nos 2 volailles. Le fait que l'alimentation du poulet bio soit issue de l'agriculture biologique
est un avantage pour le poulet bio, car il faut a priori moins d'émissions de gaz à effet de serre pour produire une céréale bio puisqu'on n'utilise pas d'intrants chimiques. En revanche, la période d'abattage et les exigences en termes de durée de vie du poulet bio font qu'il perd la bataille finale du bilan carbone face au poulet conventionnel. En effet, il faut chauffer une surface plus importante de poulailler par poulet. Et comme chaque poulet vit plus longtemps, il faut le nourrir et chauffer le bâtiment plus longtemps. Pour autant, faut-il enterrer l'agriculture biologique face à cet examen? Pas forcément. Le carbone n'est pas le seul critère à prendre en compte. Biodiversité, qualité gustative et nutritive, rémunération des éleveurs, bien-être animal, emploi, santé des éleveurs et consommateurs, occupation des terres, développement local. Quand on parle d'alimentation, on parle de tout ça. Juger uniquement sur un critère carbone, ça n'a aucun sens. Il faut voir le problème dans son ensemble et c'est là qu'il te faudra d'autres outils que le bilan carbone pour pouvoir décider. Alors franchement, ça valait le coup de faire 5 vidéos sur la comptabilité carbone pour nous dire à la fin qu'en fait, ça sert à rien. Mais je ne suis pas en train de te dire que ça ne sert à rien de faire des bilans carbone. Tout ce que j'essaye de t'expliquer, c'est que faire un bilan carbone ne doit pas t'empêcher de prendre du recul. Il faut aussi réfléchir aux autres impacts de nos actions qui ne sont pas les émissions de gaz à effet de serre. En cas de choix, il faut privilégier des actions qui paraissent gagnantes sur tous les tableaux sans risquer de créer des déséquilibres insensés. L'idéal, c'est d'anticiper d'éventuels effets contradictoires et de se donner les moyens de suivre et d'évaluer l'impact de nos actions sur tous les indicateurs. Il existe des méthodes spéciales pour ça, comme l'analyse de cycle de vie, ACV. Cependant, comme tous les outils, l'ACV présente des limites. En bref, le meilleur conseil que nous puissions te donner, c'est d'éviter de tomber dans une idéologie ou une autre et d'exercer en continu ton esprit critique. Pose-toi des questions. C'est le meilleur moyen d'avancer sans trop faire d'erreurs. Et puis se tromper, ça arrive. L'important, c'est d'en tirer des conclusions et de continuer d'avancer. On arrive bientôt à la fin. Et comme tu commences à en avoir l'habitude, voici un petit résumé des choses à retenir dans cette partie. Avec ce MOOC, on a beaucoup parlé de carbone et de CO2, mais réduire les émissions de gaz à effet de serre peut avoir beaucoup de co-bénéfices en termes de qualité de vie, confort, économie, paix. Construire un monde avec moins de CO2, c'est construire un monde plus agréable pour toutes et tous. En revanche, le carbone ne peut pas être l'unique critère de décision. Biodiversité, emploi, santé, inégalité. Une approche multicritère est indispensable pour voir plus loin qu'uniquement les émissions de gaz à effet de serre. Aucun outil n'est parfait et le bilan carbone n'est finalement qu'un outil pour faciliter l'entrée en transition. L'idéal est de privilégier les solutions qui apparaissent gagnantes sur tous les tableaux et de limiter les impacts négatifs. L'essentiel, c'est d'entraîner son esprit critique et d'apprendre de ses erreurs. La transition carbone n'est pas un combat facile ou gagné d'avance, mais c'est ce qui rend ce défi excitant. Et voilà, toutes les bonnes choses ont une fin. J'espère que tu auras appris autant de choses que nous en suivant ce MOOC. N'hésite pas à nous dire ce que tu en penses en commentaire et à partager ces vidéos autour de toi. Nous avons besoin de toi pour mobiliser tout le monde autour des enjeux énergie et climat. Maintenant, je n'ai plus qu'à te souhaiter bonne chance et beaucoup de réussite sur le long chemin qui nous mènera vers un monde bas carbone. À bientôt!